Bonjour à tous, nous allons commencer la table ronde sur les ponts entre la recherche et la mode, qui sera suivie donc par une seconde table ronde sur l'industrialisation des vêtements connectés. Du coup, je vais demander à nos intervenantes de bien vouloir se présenter, peut-être à tour de rôle. Pour la caméra, on va commencer dans ce sens-là, l'une après l'autre. Les micros sont allumés. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Elisabeth Jaillot, je suis designer de mode de formation. Je sors des arts décoratifs de Paris et je suis également doctorante en dernière année à l'université de la Sorbonne, où j'effectue une thèse en études culturelles à partir du design de mode en collaboration avec l'Institut français de la mode. Alors bonjour, Delphine Crampon. J'ai une formation par la recherche et ensuite, donc après 10 années en laboratoire, j'ai fait 10 années d'accompagnement des entreprises sur le financement de l'innovation et j'ai rejoint en 2016 l'Institut Carnot Mines pour intégrer le programme CARA et je suis en charge de la mise en relation des entreprises avec les laboratoires de recherche publics impliqués dans le programme CARA. Bonjour, je m'appelle Claire Elliot, je suis designer-chercheur et je suis spécialisée dans les textiles connectés et les objets interactifs complexes. Et j'ai créé Studiotech, qui est une société de services pour des projets en bureau d'études, plutôt en textiles connectés et vêtements connectés. Bonjour, je suis Aurélia Gualdo, je suis doctorante en anthropologie à l'EHESS, au laboratoire IAC, Institut interdisciplinaire de l'anthropologie du contemporain, et je travaille sur la dimension réparatrice des processus d'engagement pour la mode. Donc rien qu'avec vos présentations, on comprend que déjà la recherche est un vaste sujet avec plusieurs angles d'approche. Et donc la recherche appliquée à la mode, c'est notre sujet du jour. J'imagine qu'il y a plusieurs degrés d'évolution sur la recherche en mode en fonction des pays. Ma première question, c'est justement quel champ de recherche ou projet lié de près ou de loin à la mode vous intéresse et vous occupe particulièrement? Donc, peut-être Elisabeth. Oui, alors moi j'ai une spécialisation plus à la croisée de l'économie circulaire et des nouvelles technologies. Donc pas les textiles connectés comme Claire, plutôt sur des processus de fabrication innovants, sur tout ce qui va être production à la demande, production relocalisation et usage de machines à commande numérique. Et je voudrais rebondir légèrement sur ce que tu as dit par rapport aux inégalités d'avancer en fonction des pays. C'est vrai que moi, quand j'ai voulu entreprendre ces recherches, mes professeurs m'ont largement incité à aller à l'étranger, en fait. Parce que en 2014 et puis à nouveau en 2016, quand j'ai reformulé ce projet, en fait, il n'y avait absolument pas les structures encore existantes en France pour accueillir un designer, je précise, parce qu'il y a dans d'autres disciplines qui vont être du ressort plutôt des sciences humaines ou alors des sciences dures, des possibilités d'étudier par une discipline autre des ponts avec la mode, mais quand on est designer de mode, dans les années 2015, il n'y avait pas grand-chose, voire rien du tout en France, alors que dans des pays scandinaves ou anglo-saxons, c'était déjà bien avancé, avec des laboratoires de recherche en place depuis une bonne dizaine d'années. Donc je suis ravie qu'il y ait ce sujet aujourd'hui ici, parce que je pense que c'est très important pour faire avancer notre industrie aussi. Donc moi je travaille principalement sur du vêtement modulable, donc réfléchir comment est-ce qu'on peut permettre à l'utilisateur de profiter du plaisir du renouvellement de la mode, tout en ayant un impact éco-responsable réduit, en limitant de nouveaux achats et en transformant des produits qu'il possède déjà. Mais tu parlais de choses qui nous intéressent, donc ça va au-delà de ce que l'on fait nous-mêmes. Moi, je suis vraiment assez fascinée aussi par tout ce qui se passe en ce moment autour des biomatériaux, qui sont très, très, très loin de mon champ d'action, mais je trouve qu'ils ouvrent des portes dans la biofabrication de matières non pas forcément textiles, mais qui pourraient être exploitées, en tout cas dans le domaine de l'habillement. Il y a un champ passionnant à investir.
Merci. Delphine? Alors, pour resituer un peu notre action par rapport à la mode, le projet CARA, qui est porté par l'Institut Carnot Mines, qui recense un certain nombre de laboratoires de recherche publique des écoles des mines en France. Ce programme veut s'associer à d'autres instituts Carnot, Carnot Mica et Carnot Yatel, et de proposer 4000 experts en fait, de recherche pour couvrir l'ensemble des champs d'investigation et de recherche qui pourraient intéresser la mode. Donc ça va de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés, au développement durable, à l'industrie 4.0. Et on a des exemples comme ça où on a des ponts importants entre la mode et la recherche. Je pense à Jeanne Visserial, pour qui les étudiants de mécatronique continuent à travailler sur sa machine de tricotissage. Je pense à l'usine Chamatex, par exemple, usine 4.0, qui permet la relocalisation d'une partie de la production de la chaussure en France. On a des champs d'investigation sur le management de l'innovation, comment réinventer en fait des voies d'exploration, d'innovation qui permettraient de répondre aux enjeux et aux défis sociétaux actuels que rencontre la mode. Et on a aussi, ce que je disais à propos de la relocalisation, des champs de recherche sur le management des organisations. Je citerai aussi une thèse qu'on a fait avec, alors là c'est plutôt dans le luxe, dans Pérignon, mais qui montre qu'il n'y a pas forcément de contraire entre l'innovation et la préservation de la marque ou de l'image de la marque, par exemple. Merci. Claire? Donc moi je travaille plutôt sur les textiles connectés et l'intégration en fait de l'électronique dans les matériaux souples, jusqu'à là justement la transformation même des composants électroniques en composants complètement textilisés pour pouvoir en fait vraiment les intégrer à des produits qui vont être vestimentaires ou des produits textiles qui ont des contraintes de flexibilité, de lavage et même des contraintes au niveau de l'industrialisation, justement sur ce manque de communication entre les usines textiles et les usines électroniques. Et le fait qu'aussi, potentiellement, ça apporterait une valeur ajoutée à des entreprises qui pourraient en fait développer des composants électroniques. Donc à côté de ma recherche et de mes services en tant que bureau d'études, à côté j'enseigne et justement je travaille avec mes étudiants de l'ITEC en ingénierie textile sur ces problématiques d'industrialisation où les composants, je les fabrique de manière artisanale, mais aussi on fait des tests sur une industrialisation à plus grande échelle, parce que la problématique aussi actuelle qui nécessite en fait un travail de recherche autour des composants électroniques, c'est aussi de faire tous ces tests en fait amont sur les composants pour pouvoir les industrialiser. Donc ça c'est vraiment ma problématique centrale qui fait que je joins dans 3 secteurs qui sont l'enseignement, le bureau d'études développement produit et le 3e l'éducation par des workshops et le consulting pour les industriels en fait, qui nécessitent d'intégrer en fait, cette nouvelle dimension de l'électronique dans le textile. Merci Alice de nous inviter. Je rejoins Elisabeth. Je trouve que c'est hyper important de mettre en avant les recherches qui sont liées aux vêtements, notamment en sciences sociales. Moi, je fais de l'anthropologie. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément une discipline qui est vulgarisée, en tout cas dans le champ de la mode. Et pour revenir à ta question, moi, ce qui m'intéressait au départ pour commencer des recherches, c'était vraiment l'interaction sociale que génère un vêtement et tout ce qui va autour. Et donc l'idée, en fait, c'était vraiment de comprendre le processus d'engagement à un niveau individuel, quand on fabrique un vêtement dit éthique, mais aussi à un niveau plus collectif et amener un peu le politique, en fait, dans les questions politiques au niveau de la construction d'un vêtement. Et voilà, à l'EHESS, on a un séminaire qui s'appelle « Anthropologie des mondes de la mode », que je co-organise avec Anne Monjaret et Francine Barancourt. Et du coup, il y a toute une thématique cette année sur les méthodologies qu'on peut employer quand on fait de l'anthropologie et qu'on s'intéresse à la mode. Et voilà.
Oui, donc c'est effectivement des thématiques assez éloignées. Et en même temps, on a toutes fini par se rencontrer à un moment ou à un autre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a finalement encore assez peu de gens qui soient vraiment à l'interstice entre recherche, qu'elle soit plastique ou théorique, et le secteur de la mode, ou est-ce que finalement il y a des ponts qui se font qu'on n'aurait pas soupçonné plus tard dans le processus de recherche. Nous, avec Claire, on a travaillé pas mal ensemble, et c'est vrai qu'on se rend compte que l'enjeu de recherche, c'est aussi un enjeu finalement lié à des aspects socio-culturels, puisque pour amener certaines recherches à évoluer, il s'agit de créer des environnements qui stimulent des interactions interdisciplinaires. Donc ça rejoint des problématiques plutôt anthropologiques. Voilà, je pense qu'Elisabeth peut-être voudrait rebondir sur cet aspect. Je pense surtout que l'objet que nous étudions toutes autour de cette table ronde amène à ces croisements. Parce que la mode, si on regarde un tout petit peu au-delà de la surface de frivolité et de quelque chose de très narcissique, voilà, c'est un pont entre plein de domaines. C'est un pont entre l'intime, entre le corps et le social. Donc déjà, ça agit comme une frontière entre soi et les autres. Et rien que pour ça, c'est un champ d'exploration phénoménal pour les sciences sociales. Mais c'est un objet. Et c'est un objet très complexe parce que c'est un objet en matériaux souples. Ça pose des contraintes techniques et scientifiques qui sont abyssales. Et en même temps, c'est un domaine de la sphère économique qui, en tout cas en France, est très puissant et très générateur de bénéfices. Et donc, qui, comment dire, a une possibilité d'opportunité d'innovation et aussi de financement de l'innovation qui est très important. Et donc, je pense que c'est parce que la mode est à ce croisement des mondes que déjà ça nous amène à nous rencontrer, mais aussi parce que ça impose à chaque chercheur qui s'y intéresse d'aller, qu'il le veuille ou non, un petit peu creuser et déborder sur les disciplines connexes à la sienne. Moi, comme je vous dis, je suis praticienne, je suis créatrice de vêtements de formation, mais je me retrouve à faire de la socio, de la philo, je ne vais pas prétendre en faire, mais je suis malgré moi obligée de m'y intéresser, tout comme je suis obligée d'aller creuser dans des domaines d'ingénierie qui ne sont absolument pas ma spécialité, mais où je me retrouve à collaborer avec des scientifiques et des ingénieurs sur des points très techniques de développement de processus industriels. Donc, c'est parce que l'objet est de lui-même ambigu et protéiforme que je pense que ça nous amène à nous rapprocher. Et la deuxième chose, c'est que la recherche en mode en France est pour l'instant un tout petit monde. Donc je pense que c'est aussi pour ça que nous en finissons à tous nous connaître dans ce domaine. Oui, moi je voudrais rajouter aussi que je pense que s'il y a un intérêt vraiment fort en ce moment pour la recherche et la mode, c'est parce qu'on arrive aussi à un point de rupture avec ce secteur d'activité et qu'en ce moment il est vraiment en questionnement, en transition écologique et sociale, et d'où l'intérêt aussi d'avoir un aspect interdisciplinaire, puisqu'on ne peut pas régler les crises climatiques sans régler les crises sociales aussi. Et, voilà, ce qui m'amène à ma deuxième question, qui est pourquoi, selon vous, est-il important d'encourager la recherche dans le secteur de la mode, et qu'est-ce que cela permet et en fait, comment le secteur en tirerait profit. Donc là, on a une piste de réflexion avec les enjeux écologiques, mais il y en a peut-être d'autres que vous voulez soulever. Moi, je veux bien répondre sur... justement, pour rebondir un peu à ce que disaient à la fois Elisabeth et Aurélia, c'est aussi le fait que en fait, la mode, c'est considéré comme le dit très bien Annie Jantès, qui a écrit sur le design, une indiscipline. Et le fait que, en fait, quand on parle de recherche, on parle de discipline académique, et que la mode, elle est en dehors de ça par justement cette indiscipline, pas dans le sens qu'elle est indisciplinée et qu'on ne peut pas la mettre dans une case, ce qui est un petit peu le cas, mais aussi le fait que ça est tellement interdisciplinaire qu'on ne peut pas
pour l'instant, vraiment la mettre dans un mode de recherche qui est un mode de recherche scientifique, c'est-à-dire avec des données et des résultats. Et du coup, dès lors qu'on n'a pas ce module-là, c'est très compliqué à mettre en œuvre, même s'il y a des ponts qui se créent de plus en plus, justement, par rapport à des acteurs. Delphine pourra sûrement ajouter quelque chose à cela. Et qui fait que, justement, en fait, la mode là, devient une sorte de catalyseur. Moi, j'aimais bien ce mot, on en parlait beaucoup en laboratoire de recherche dans les sciences. C'est-à-dire que le catalyseur fait que en fait, les choses se passent. Que la mode, c'est vraiment... elle joint les disciplines et elle crée une sorte d'émulation qui va faire que ça prend forme aussi. Et du coup, c'est ça qui est intéressant et qui fait que ça nécessite de pousser en fait cette recherche, et une recherche académique ou non académique. D'accord. Alors moi, je suis convaincue qu'évidemment, la recherche apporte beaucoup de choses au secteur, que ce soit la mode ou les autres secteurs qu'on a l'habitude d'approcher, comme l'aéronautique, l'automobile. Et même si la mode a des spécificités, elle a tout à y gagner. Notamment face aux challenges actuels auxquels elle doit faire face. On parlait de transition écologique sur les fibres, sur les textiles, le recyclage, le montage de filières de recyclage, sur l'adaptation, la préservation des savoir-faire, la relocalisation. Il y a énormément de sujets qui ne nécessitent pas une simple adaptation des process ou de la vision qu'on a, mais une véritable recherche de solutions à moyen et long terme, de générer un certain nombre de connaissances, parce que les laboratoires de recherche publique sont là pour générer la connaissance pour le bien commun, même si très souvent, comme on a le label Carnot, nous, on travaille énormément pour les entreprises et on leur délivre des solutions opérables, mais c'est vrai qu'il y a besoin d'innovation, ce qu'on va dire de rupture, pour attraper et réussir ces challenges qui sont face à la mode. Moi, je voudrais juste rajouter une toute petite chose par rapport à l'éducation. Parce que je pense que pour que la recherche se développe, il faut aussi que ça rentre dans la culture pédagogique française au sein de toutes les écoles qui abordent d'une façon ou d'une autre la mode ou le textile. Et je pense que pour faire face aux enjeux urgents de transition écologique, justement, il faut revoir la façon dont la mode est enseignée aux étudiants français et les initier le plus rapidement possible à la philosophie et aux pratiques de recherche. Et qu'est-ce que c'est la recherche ? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne l'a pas forcément qualifié. C'est avant tout de se baser sur des sources communicables qui ont été elles-mêmes vérifiées par des pairs. Donc ça veut dire aller un tout petit peu au-delà de l'urgence du journaliste qui va transmettre des informations sans forcément les vérifier. Et c'est produire un travail qui soit réutilisable par d'autres. Donc ça veut dire que chaque pas qu'un chercheur fait, celui qui arrive après peut repartir de ce point-là pour continuer à avancer. Et ça, c'est très important parce que ça apprend aux étudiants aussi à laisser une trace de leur recherche et ne pas produire uniquement pour leur bon plaisir ou pour être pris chez LVMH comme styliste. C'est contribuer au bien commun. Et donc ça, c'est aussi des valeurs qui sont très importantes et indispensables pour mettre en place la transition écologique. Donc je pense que c'est toute une mentalité de recherche qui doit intégrer la société et l'industrie de la mode depuis le palier le plus jeune des étudiants dans les écoles. Voilà. Oui, et si je peux rajouter aussi quelque chose, je pense que la temporalité aussi, il faudrait éduquer aussi sur la temporalité, c'est-à-dire qu'une recherche, par exemple en anthropologie, ça ne va pas se faire en 1 mois, 6 mois, ça va se faire sur des années. Moi, mon terrain de recherche, il a duré 4 ans, et ça, c'est des temporalités qu'il faut prendre en compte aussi au niveau des restitutions. Enfin, la recherche, c'est pas ça dépend de quel type de recherche on parle, mais généralement, c'est quand même des temps assez longs, et ça, les entreprises n'ont pas forcément ça en tête. Et du coup, je ne sais pas comment vous gérez, par exemple, à l'Institut Carnot, si vous avez des temporalités déjà bien définies, ou si... Parce que nous, ça vient du terrain. Quand on fait une enquête ethnographique, on part avec une idée, et puis en fait, selon les retours de terrain qu'on a, ça peut complètement changer, et donc ça peut aussi rajouter du temps, et donc les problèmes de financement peuvent aussi arriver à un moment.
Alors, le temps de la recherche, c'est vraiment en fonction de la question posée ou du besoin initial. Après, les modalités de collaboration, elles peuvent être diverses. On peut avoir tout à fait sur certaines questions des stages d'étudiants de 3 ou 6 mois et jusqu'à la chaire qui demande 5 ans de collaboration et surtout des partenariats avec plusieurs entreprises et laboratoires pour vraiment adresser une question critique, on va dire, si je puis me permettre l'adjectif. Donc c'est vraiment des modalités très diverses, mais qui dépendent totalement de la question que l'entreprise va poser au laboratoire et de ce qu'elle veut bien mettre. Donc vraiment, il y a différentes modalités sur des temporalités différentes en fonction de la question et du besoin. Du coup, une question peut-être un peu impertinente. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut réellement parler de recherche en mode ou est-ce qu'on parle d'anthropologie appliquée à la mode, design, de mode est-ce qu'on peut parler vraiment, considérer la mode comme un objet de recherche? Alors j'imagine, Elisabeth, que ta réponse sera positive. Et quelles sont, selon vous, du coup, les organisations ou les personnes dont on peut dire qu'elles font avancer cette recherche appliquée à la mode, puisque on n'a pas forcément énormément de possibilités, par exemple, de réaliser une thèse dans le domaine de la mode, ou t'expliquer qu'en France, c'est pas quelque chose d'habituel, qu'il faut aller chercher peut-être des structures à l'étranger pour avoir vraiment une recherche plus directement appliquée à la mode. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là ? C'est une question d'organisation, d'institutionnalisation progressive de la recherche en mode en France. Il y a quand même eu de belles initiatives ces dernières années qui méritent d'être largement soulignées. D'abord, le partenariat dont j'ai bénéficié entre l'Université de la Sorbonne et l'Institut français de la mode, qui permet à des étudiants de toutes disciplines, qu'elles soient des sciences sociales, des sciences dures, de la création, de se retrouver au sein d'un parcours doctoral commun, avec des enseignements communs autour de l'objet mode. Et donc, moi, lors de mon cursus, j'ai côtoyé des étudiants en anthropologie comme des ingénieurs. Voilà. Donc, c'est rassembler une communauté d'intérêt autour d'un objet commun qui est la mode, le vêtement, l'habillement. Ensuite, il y a des structures comme Culture de mode, évidemment, qui veillent à la promotion des chercheurs et aussi qui sert d'organe pour qu'on puisse se rencontrer et organiser des événements autour de la recherche en mode en France. Après, ça reste quelque chose d'assez jeune comparé à d'autres pays. Je pense que la France a encore beaucoup à explorer de ce côté-là, et notamment, j'espère, ultérieurement voir la mode rentrer comme discipline à l'université, aux côtés des arts plastiques, du cinéma, de la photographie. Moi, j'ai été obligée de me rattacher aux études culturelles parce que ma discipline, qui est le design de mode, n'existe pas au sein de l'université française, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc ça, ce sont des avancées, je pense, auxquelles nous pourrons toutes participer, j'espère, et faire bénéficier de futurs étudiants. Et ensuite, la création, j'espère, de laboratoires dédiés, notamment sur les questions d'économie circulaire, de développement durable, liées à l'industrie de la mode. Oui, d'accord, ça amène à cette question qui est abordée qu'on va aborder après juste ensemble, des moyens. Mais c'est vrai que du coup, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a énormément... Je parlais des gens qui font avancer la recherche, mais de personnes qui font concrètement avancer la recherche dans des réseaux qui ne sont pas du tout institutionnels. Je pense au Fab Lab, je pense il y a aussi des étudiants parfois qui, dans le cadre de leurs études, vont développer des projets finalement très expérimentaux qui vont ensuite aboutir à des startups. Je crois que d'ailleurs, c'est un de vos sujets aussi d'arriver à transformer des projets de recherche en véritable innovation, je dirais, industrialisable et qui puisse profiter au marché ensuite. Mais à ce stade, c'est vrai qu'il y a énormément de projets qui sont issus, on va dire, d'alternatives, pas d'institutions, qui deviennent des véritables innovations.
Alors, en fait, je pense qu'il y a une part aussi à demander aux entreprises de s'approprier ces innovations pour passer à la phase d'industrialisation. Les laboratoires de recherche, elles vont proposer des innovations, elles vont commencer, on va dire, la pré-industrialisation, mais ce n'est pas leur objet de proposer une solution sur étagère déjà industrialisée. On achète, enfin, ça existe, hein, on a des logiciels comme ça qui sont commercialisés, mais pour la mode, en tout cas, je prends Smart Button qui fait l'objet d'un brevet qui a été créé par le laboratoire SMS des mines de Saint-Étienne, Sciences, Matériaux et Surface. L'objet, c'était de revoir l'Arduino et d'en faire des objets de mercerie. Donc, voilà, on a un brevet dessus, mais après, aux entreprises de la mode de s'emparer pour l'industrialiser et le promouvoir en tant qu'objet d'innovation accessible à tous. Voilà, il y a aussi cette action des entreprises à s'approprier ce qu'est les résultats de recherche, ce que sont les résultats de recherche derrière. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les entreprises le font beaucoup à travers des programmes d'accélération de start-up, etc., voilà, sans forcément considérer que l'innovation d'origine est issue du monde de la recherche. Ou alors elles le considèrent grâce à des structures comme la vôtre, de manière... c'est progressif et c'est segmenté. Quand c'est vrai qu'on a l'impression que dans certains pays, on a des structures comme le MIT qui sont abondamment financées pour développer des projets liés au textile. Oui, tout à fait. Alors, je pense que voir l'innovation par les startups, c'est un moyen d'accéder à l'innovation, mais faire des programmes collaboratifs avec un laboratoire de recherche, c'est aussi un moyen de s'approprier des solutions et des innovations. C'est ce qu'on fait vraiment de manière hyper classique avec d'autres secteurs économiques. Et je pense que la mode est vraiment capable, si elle le souhaite, rentrer dans cette démarche-là. Est-ce que peut-être Claire, qu'on n'a pas entendu depuis quelque temps, vous voulez réagir? Non, mais c'est vraiment intéressant d'avoir les points de vue de chacun. Et pour revenir à ta question, justement, qui rejoint en fait un peu ce qui a été dit sur, en fait, est-ce qu'il y a la recherche en mode? En fait, je pense qu'il y a la recherche par la mode, il y a la recherche avec la mode, mais qu'en fait, la recherche en mode, typiquement, est encore à définir, justement, par tous ces biais-là. Et comme, en fait, on est en train de définir la recherche en design aussi plus globalement, je citerai une association qui s'appelle Design en Recherche qui fait ce travail très très bien, justement, de se dire que en fait, la définition, en plus, elle va faire elle n'est pas tout à fait aboutie, elle va faire que changer. Et c'est pour ça que c'est à nous, les acteurs aussi, avec des biais différents, des démarches différentes, de définir en fait ces champs et de voir ensuite comment essayer de s'approcher de plus près des industriels, justement, pour qu'ensuite ça devienne, tout ce qui est produit devienne vraiment un aboutissant, ou d'ailleurs pas, hein, parce que c'est pas forcément le but, même si ça l'est par rapport à des questions ici, mais il y a vraiment cette question de définition et qui est liée vraiment à ce préfixe de en, avec, par la recherche en mode, et qui fait que, en fait, c'est ça qui est complexe et qui fait que, en fait, il y a encore pas mal de choses à créer, et surtout des choses assez évanescentes, enfin, une définition assez évanescente et liée en fait à la temporalité aussi dont parlait Aurélia, qui est une temporalité finalement qui est liée à la recherche de base sur le développement de la recherche, mais qui va être aussi sur, en fait, il faudrait même qu'il y ait une recherche sur comment on définit la mode dans le secteur de la recherche. D'accord. Moi, pour rebondir... Pardon. Moi, je trouve que oui, il y a de la recherche en mode, mais depuis longtemps, en fait. C'est juste qu'après, chaque institut, il y a des gens qui vont faire de la recherche en histoire, donc ils sont rattachés à tel labo, mais ça va être des historiens, des historiennes de la mode. Enfin, il y a des gens qui sont en sociaux, en anthropo, en ethnographie. Il y a toujours eu de la recherche sur la mode. C'est juste qu'en fait, ça ne s'est pas vraiment, généré. Et c'est tout le principe, je pense, de culture de mode, quelque part, c'est de créer une synergie autour de plusieurs types de profils de chercheurs autour de ça. Et pour rebondir sur la question des financements, moi j'ai fait une cifre, en fait, c'est une convention individuelle de formation par la recherche. Et ça m'a permis d'avoir des financements de 3 ans. Donc c'est un CDD qu'on signe avec un laboratoire de recherche,
Moi, j'ai signé avec une collectivité territoriale, donc la mairie de Paris, et une université, et l'ANRT, Association nationale de recherche technologie. Et ça m'a permis... Après, c'est des contrats qui ont été assez longs à mettre en place. Ça a mis presque 1 an et demi à se mettre en place, parce qu'aussi, ils ne trouvaient pas, par exemple, de personnes pour relire en fait, mon projet, parce que c'est vrai qu'il y a sans doute un manque quelque part de professionnels, enfin pas professionnels, mais de chercheurs plutôt, en tout cas dans le cadre de cette association. Et voilà, j'ai perdu mes mots. J'aimerais bien rebondir un instant sur ce que Claire et Aurélia viennent de dire, qui sont super importants. Tout d'abord... Oui, pardon. Non, ça va. Parce qu'en fait, du coup, c'est des contrats de 3 ans, mais il y a l'après. Et c'est vrai qu'en anthropologie, on fait ses recherches et après, il y a un temps d'écriture. Et donc, du coup, le temps d'écriture n'est pas forcément pensé dans ce type de contrat. Et voilà. Moi, je me retrouve exactement dans la même situation que toi, même si j'ai obtenu un financement différent. Donc, moi, j'ai obtenu un contrat doctoral de l'université, c'est-à-dire que j'ai été salariée en tant que chercheuse par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mais je me retrouve exactement dans la même situation où j'ai été financée pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, moi, j'ai produit énormément parce que c'est une thèse par la pratique. Donc, j'ai participé à 2 programmes de recherche européens au travers des programmes Worth et Reframe qui m'ont permis de collaborer avec des partenaires industriels dans différents pays d'Europe. Et j'aimerais bien voir ce genre d'initiative arriver en France, notamment, de permettre à des chercheurs d'aller sur le terrain et de collaborer et de développer des choses en étant directement auprès de ceux qui fabriquent la mode. Et je voulais revenir sur des parties beaucoup plus théoriques de ce que vous avez développé toutes les deux. D'abord, il y a un problème de terminologie autour de la mode, parce que c'est un mot qui est polysémique, qui est très ambigu. On parle d'une industrie de la mode, mais quelle est-elle ? Parce que est-ce qu'on parle d'habillement ? Est-ce qu'on parle de luxe ? Est-ce qu'on parle aussi des textiles qui servent à fabriquer les vêtements ? Le textile, c'est aussi autre chose que de l'habillement. Il y a plein d'autres domaines. Donc, derrière, avant de pouvoir définir ce que c'est qu'une recherche en mode, il faut d'abord définir ce que c'est que la mode. Et pour moi, c'est 2 choses distinctes. C'est d'abord une industrie qui fabrique des produits et qui les commercialise. Et ensuite, c'est un fait social d'adhésion collective et temporaire à un phénomène. Et ce phénomène, ça peut être une façon de s'habiller, une façon de se comporter, mais ça peut être aussi la race du chien qu'on achète, la façon dont on baptise son enfant à la naissance, et plein d'autres choses. Donc, quand on parle de recherche en mode ou sur la mode, et je suis aussi d'accord sur le fait que ça existe depuis très longtemps. On a des philosophes qui parlent de l'habillement, du vêtement, du luxe, de la parure depuis des décennies et des siècles. La seule différence, c'est qu'en France, l'université s'est constituée en discipline, et donc on étudie son sujet au travers d'une discipline à laquelle on se rattache. Et c'est ce qui génère un petit peu ce cloisonnement des recherches en mode, parce qu'elles ont du mal à sortir de l'école doctorale où elles sont nées, par rapport aux pays anglo-saxons, où une recherche qui s'est appelée Fashion Studies a pu se développer justement en permettant des travaux beaucoup plus pluridisciplinaires et en permettant que des laboratoires de recherche se créent autour des problématiques de l'habillement en rassemblant des chercheurs venant de disciplines différentes. Donc, je pense qu'il y a d'un côté un avantage à fonctionner en discipline, c'est-à-dire que la recherche par la mode en France, ou sur la mode, ou en mode en France, va forcément avoir une différence à l'échelle internationale. Je pense qu'elle va se démarquer à cause de cette... ce qu'on peut voir comme un carcan institutionnel, mais en tout cas de cette spécificité. Mais en même temps, nous avons tout à bénéficier de procéder à plus d'ouverture et plus de synergie et de symbiose et de rencontres au travers des différentes disciplines. Donc la question d'après, justement, c'est, en parlant d'intérêt, dans votre parcours, sans doute vous avez donc rencontré des obstacles liés au financement de projets de recherche.
Et donc, par quel biais les avez-vous dépassés ? Puisque vous en êtes toutes arrivées à participer, en tout cas, à cette recherche, comme tu le disais, sur un objet lié à la mode ou en mode ou avec la mode. Donc, par quel biais avez-vous dépassé ces problématiques et qu'est-ce qui vous a concrètement aidé à poursuivre vos travaux de recherche ? La foi. C'est toujours très... Hier, j'avais un intervenant qui disait ça. Faut être passionné, je pense, parce que franchement, les conditions, quand on est doctorant, c'est quand même c'est assez violent parfois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu 3 ans de financement. Après, avant et maintenant, on fait des petits boulots à droite à gauche. Là, j'ai la chance de pouvoir faire un peu d'enseignement et d'être rémunérée. Mais ça n'empêche pas d'avoir des petits jobs à côté pour avoir un petit peu plus à la fin du mois. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Peut-être la différence il y a quelques années à aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as des témoignages à donner. Alors, en tout cas, pour nous, avec les laboratoires, quand on fait une collaboration avec un partenaire industriel, on essaye toujours de trouver des financements qui viennent l'aider. Alors, sauf s'ils veulent pas avoir d'aide, hein, c'est possible, mais en tout cas, nous, on connaît très bien tous les guichets qui existent en France. Force est de constater que pour la mode, c'est un petit peu plus difficile d'obtenir des financements, on va dire, sur cette thématique directement. On a des stratégies d'accélération pour le recyclage, etc., sur lesquelles on va pouvoir éventuellement venir chercher du financement pour cette thématique, pour la mode, mais il n'y a pas une stratégie dédiée pour la mode et la recherche, quoi. Donc voilà, il faut naviguer entre tous les... Parce qu'on a des personnes qui se penchent sur des solutions concrètes aux problématiques rencontrées par les industriels qui ont du mal à financer le développement de leur propre recherche. Et là, je pense par exemple à un cas sur le Zero Waste Design d'une personne qui expérimentait, alors pas dans un cadre institutionnel de recherche, mais qui expérimentait en tant que modéliste des solutions par conviction et par passion justement, et qui a été recrutée par Decathlon parce que ce qu'elle faisait répondait à une problématique chez eux évidente, d'économiser la matière, qui est un problème, je pense, que rencontrent énormément de marques aujourd'hui, qui plus est en France avec la loi AGEC, on en a un peu parlé hier. Donc ça questionne. Alors après, il y a quand même beaucoup de guichets possibles, des aides régionales. Il faut juste prendre beaucoup de temps pour naviguer. Moi, je les maîtrise assez bien, donc ça me paraît assez facile de les identifier. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Il faut répondre à tous les critères. Pour quelqu'un qui s'y connaît pas, c'est pas forcément facile de s'y retrouver. En tout cas, il y a pas mal de guichets quand même à aller explorer, BPI France et les aides régionales aussi qui sont déclinées. Donc en fonction du partenariat, que ce soit avec une entreprise ou un laboratoire, il faut toujours aller regarder ce qui est possible. Il y a un site qui existe qui s'appelle, je crois, mesaide.fr. Alors il faut faire attention à l'écriture, sinon on tombe sur... l'aide à la personne au lieu du financement de l'innovation, mais qui répertorie toutes les possibilités de financement d'innovation. Donc vous mettez la thématique ou même votre sirène, et en fonction de votre localisation et de la thématique que vous cherchez, vous avez toutes les subventions, les avances, les prêts garantis, etc. derrière. Après, c'est vrai que je repense par exemple si la différence entre être financé par du public et financé par un secteur privé, ça peut aussi amener des problématiques complètement différentes pour le chercheur. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, sachant que même par exemple avec le type de financement que j'ai eu, on signe des clauses de confidentialité. Et qu'est-ce que ça veut dire après pour le chercheur, comment on peut restituer aussi des données si on est limité dans notre liberté en fait, d'expression. Bon, moi, ce n'est pas le cas, mais je veux dire, ça peut, je sais que dans le type de contrat CIFRE, c'est déjà arrivé avec des industriels où c'était vraiment compliqué, des industries pétrolières, etc. Ça peut être très compliqué. Puis ça pose des questions de propriété intellectuelle aussi. Parce que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai volontairement refusé le chemin du CIFRE.
C'était pas une décision facile parce que quand on a des jobs alimentaires épuisants à côté et qu'on commence son projet de recherche avec la foi, la passion, le feu, mais aussi juste du beurre dans les pâtes et de quoi payer le loyer à peine, c'est difficile, mais c'était un choix de ne pas me retrouver contrainte dans mes recherches de manière trop... Parce que moi, j'aurais forcément travaillé auprès d'un industriel. J'avais peur que mes recherches soient trop contraintes par les besoins de l'entreprise avec laquelle j'aurais signé un CIFRE. Et aussi parce que si j'avais travaillé en CIFRE, tous les résultats de mes recherches appartenaient ensuite à l'entreprise. Donc... Alors, je ne sais pas pour le type de contrat que tu as regardé, mais il faut savoir qu'en CIFRE, tes données appartiennent en fait à l'entreprise jusqu'à 18 mois après l'arrêt du contrat. Et après, ça n'appartient plus en fait à l'entreprise. Enfin, en tout cas, il me semble que dans mon contrat, c'était ça. Donc, je ne sais pas après, selon les institutions, peut-être ça change. Mais par exemple, avec la ville de Paris, c'est comme ça. Nos laboratoires ont largement, et c'est pour ça qu'ils ont le label Carnot aussi, ils ont une grande habitude de négocier tout ce qui est pays et contractualisation avec les entreprises, des retombées, des résultats de recherche. Ce n'est pas forcément un facteur limitant, il faut savoir négocier. Le socle, je dirais, sur lequel on ne négocie pas, c'est que le chercheur puisse continuer sa recherche derrière. Mais après, il est tout à fait possible, effectivement, d'avoir des thèses qui soient totalement confidentielles, où on nomme même pas le partenaire, mais avec le respect de la possibilité, du coup, de pouvoir quand même participer, soit à un dépôt de brevet, soit à une publication, alors qui ouvre pas, qui nomme pas ni l'objet de la recherche avec le partenaire, mais qui permet quand même à l'étudiant en thèse de soutenir sa thèse et d'obtenir son titre. Qui, à la base, est la priorité sur ce type d'action. Mais sur cette question, parce que c'est vrai alors c'est bien ou mal, mais on a en tête les exemples des fleurons de la tech qui entretiennent des laboratoires qui leur sont rattachés et qui, du coup, ont une véritable estime pour l'expérimentation, la recherche. Dans le domaine de la mode, il n'y a pas vraiment de... Enfin, vous êtes un exemple, mais il n'y a pas vraiment d'entreprise. Il y a des secteurs de R&D au sein des entreprises. Récemment, j'ai visité un laboratoire de l'IFTH qui est installé au sein de la caserne où vous êtes aussi également. Mais finalement, avec une accessibilité qui est très honnêtement impossible pour des designers ou des chercheurs du point de vue financier. Donc c'est un peu étrange. On a l'impression qu'il y a une recherche de façade. On ne sait pas trop ce qui se passe. Après, bon, dans les entreprises, évidemment, il y a de la recherche au sein des entreprises, mais des laboratoires, des possibilités d'expérimenter en dehors de ça qui seraient soutenues par les entreprises, il n'y a pas vraiment d'exemple. Il y avait l'initiative du CRI, dont tu pourrais peut-être parler, mais qui n'est pas du tout liée au secteur. C'est pas du tout l'initiative du CRI, c'était pas du tout déjà dans le but de la mode. C'était plutôt dans l'interdisciplinarité de la science. Et le but du CRI, c'était juste d'intégrer des designers dans un laboratoire en disant que ce serait intéressant, justement, c'est exactement ce que j'ai repris dans les termes de catalyse, c'est qu'il considérait que le designer était un catalyseur dans les laboratoires de sciences, et sciences qui regroupaient à la fois biologie synthétique et ingénierie appliquée. Mais il n'y avait pas du tout ces questions là, et c'était vraiment pour le coup éloigné de l'industrie parce que l'initiative derrière, c'était un laboratoire qui était type open source. Le but, c'était de faire de l'open science. Donc, moi, j'avoue que je ne suis pas du tout sur ces questions de propriété intellectuelle parce que, de base, j'ai toujours fait de la recherche ouverte et que le CRI m'a encore plus poussé à faire de la recherche ouverte. Donc, finalement, en fait, ça éloigne un petit peu de l'industrie et ça fait que pour protéger en fait, ces projets, on va utiliser d'autres biais comme la publication rapide. C'est-à-dire publier le premier et très vite pour pouvoir légitimer la recherche. Finalement, ça marche assez bien comme ça. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème sur ces systèmes en fait qui évitent d'être à la merci de certaines industries qui peut-être cacheraient certaines choses.
Après, c'est vrai que moi, j'ai manqué de ce lien-là, qui fait que aussi la recherche ouverte, et du coup, ça tire vers la recherche fondamentale, même tellement fondamentale que des fois, on perd le lien avec l'industrie. Et le fait que, du coup, c'est trop décorrélé. Après, le gap, le creux, il est trop creusé. Et du coup, il y a personne qui nous aide justement après à faire ce levier pour ressortir de l'industrie et aller vers l'industrie. Donc, pour moi, c'est les problématiques. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, que certains industriels ne savent pas trop quoi faire de nous et de nos publications. Parce que des fois, je pense que les publications aussi, elles peuvent être un peu hermétiques à ces problématiques industrielles. Par exemple, je vais citer une revue qui est une revue internationale qui s'appelle 10. En fait, justement, eux, ils ont pour but de faire de la publication open science, et dans l'idée que justement, en fait, des designers, des artistes et des industriels peuvent se servir dans ces publications, et que vraiment la dimension du résultat dans la publication, elle ne va pas être juste quelles sont tes données, qui sont parfois vraiment trop abstraites, mais les données, elles vont être quelle application tu peux déjà soumettre pour que quand on lise ton article, et à la fin, même si on n'a pas compris exactement toutes tes données et toute ta démarche, qu'à la fin on puisse se dire « Ah mais c'est une ouverture vers telle typologie de produit » ou en tout cas un sujet qui émerge, qui est intéressant. Donc, ça me fait penser sur ces enjeux de propriété intellectuelle au hit topic des NFT. Bon, je ne veux pas trop dévier de notre sujet, mais peut-être qu'il y a une piste de réflexion là-dessus sur comment se réapproprier ses propres créations. Donc la dernière question que je voulais vous poser, c'est, je vais un petit peu l'écourter, mais pour vous, s'il y a des aménagements urgents à faire au profit de la recherche, quels sont-ils ? Déjà, peut-être qu'on arrête de privatiser l'université et l'enseignement et la recherche. Ça éviterait certains problèmes de précarité, je pense. Enfin, je sais pas, c'est un peu prendre la question à l'envers. Mais je pense que là, il y a vraiment une urgence à ce niveau-là. Et je ne sais pas si ça va forcément dans le bon sens, quoi. Moi, j'avoue. On a quelqu'un dans le public qui veut réagir. Ça va être tweeté, cette phrase. Emmanuel Macron, si tu nous entends. Je disais, ouais, là, on en est loin, là, pour le coup. La non-privatisation, c'est très... Secteur public. Ouais, c'est compliqué. J'ai été hyper sensible à tout ce que vous avez dit et j'ai trouvé ça brillant. Je suis ravi d'avoir le panel, c'est stimulant. Nous, avec mon ami Louis, on est créateur de mode depuis une dizaine d'années. On s'occupe du salon. En fait, on est le directeur artistique. Et c'est des sujets hyper vastes. Je pense qu'on manque beaucoup de pédagogie avec les jeunes designers aujourd'hui. Et le problème de la recherche, c'est un truc qui dépasse les jeunes qui entrent dans la mode. Moi, je vois Claire depuis des années qui développe des choses qui restent encore impalpables pour les jeunes designers de mode, clairement. Et déjà, il y a un gros manque de pédagogie à l'origine du truc. Donc c'est très très compliqué et c'est très important de vous avoir aujourd'hui pour partager ça. Je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, et parce que je vois Florence Bost. Effectivement, nous, on s'est aperçu que nos chercheurs ne savaient pas parler au secteur. Enfin, il fallait une acculturation pour que leurs innovations et leurs recherches parlent au secteur. Et du coup, on s'est fait accompagner sur un certain nombre de POC, on va dire, par des designers. Et les Smart Buttons que je citais précédemment, on a travaillé avec Florence Bost pour faire une Parka 2.0 pour montrer que ça pouvait être utilisé. Et ça a été mis en valeur par sa création. Voilà, pour que les gens puissent s'approprier de qu'est-ce que c'était que ce truc-là, ce Smart Button, et que ça devienne quelque chose de tangible et un lien entre les designers, les créateurs et puis le laboratoire de recherche. Et on en a 6 ou 7 autres comme ça où on s'est fait accompagner pour que ça devienne des objets un peu iconiques qu'on retrouve dans le document que je vous laisse, Alice. Mais
voilà, qui permettent d'acculturer nos chercheurs au langage du secteur et d'avoir aussi des objets qui parlent aux entreprises pour qu'elles s'intéressent à ce que le laboratoire peut proposer, parce que finalement, leurs compétences sont aussi utiles à ce secteur qu'à tous les autres secteurs. Oui, je suis complètement. C'est un peu ce que je disais, et le fait que moi, j'ai même vécu ce truc de me dire qu'en fait, à un moment, on remplit des codes où pourtant, j'ai commencé dans une école de mode, et donc en école de mode, on apprend à communiquer facilement sur notre projet un peu à tout le monde. C'est l'intérêt de la mode, et qu'avoir mis un pied dans la recherche un peu trop longtemps, parfois, et ben, en fait, je ne sais plus parfois comment formuler quelque chose devant un industriel, par exemple. Et du coup, parce que dans nos têtes, des fois, on est genre presque abstract, résultat, et puis en fait, on a un formatage par rapport à des publications et qui, des fois, est décorrélé de choses, en fait, qui sont justement dans cette matérialisation. Mais je dirais, ça a été aussi la vocation de Cara pendant 6 ans, et ça se poursuit encore, de rapprocher 2 univers distincts, c'est-à-dire la mode, le luxe et la recherche. Vraiment, toutes les actions qui ont été menées, les ateliers, les workshops, les formations en diagnostic, innovation qu'on a pu dispenser. Alors, je ne sais plus si vous avez vu à la caserne le 14 septembre de l'année dernière, mais en tout cas, voilà, ce sont des actions qui se veulent promouvoir le rapprochement entre ces 2 univers, parce qu'on sait qu'ils sont encore assez éloignés l'un de l'autre, en fait. C'est de la vulgarisation, en fait, quand vous parlez de promouvoir. Oui, alors alors pas que de la vulgarisation, mais quand je dis créer un objet qui parle, c'est d'acquérir ce langage qui fait qu'on peut imaginer le champ des possibles avec une innovation, et que si on voyait juste le bouton posé sur une table, on n'aurait pas cette projection possible. Quand tu dis, Aurélia, c'est vulgarisation dans un sens hyper positif, en fait. Que tu dis ça. Ah oui, c'est vulgarisation. Moi, je trouve ça hyper important. Accessible, en fait. Voilà, c'est rendre ça, c'est matérialisable. ouvrir, Et je pense que là-dessus, le designer peut être une bonne interface, en fait, parce que surtout un designer qui a une pratique de recherche, c'est quelqu'un... Enfin, moi, j'ai énormément bénéficié. Alors, on parlait des financements tout à l'heure. Moi, ma thèse n'aurait pas pu se faire sans l'aide de l'Europe. Je tiens à le dire, c'est hyper important. La Commission européenne finance de nombreux programmes de recherche. Et au-delà de les financer, elle permet surtout à des acteurs européens de se rencontrer qui appartiennent à différents domaines. Donc, à la fois des scientifiques purs et durs, des designers, créateurs d'entreprises, start-upers et des industriels, des ingénieurs, des techniciens. Donc, je pense aussi que c'est ce genre de coalition, en tout cas de co-création, de moments de co-création qui sont financés, qui sont accompagnés, qui manquent un petit peu en France. Et pour finir sur les ponts qui manquent peut-être encore entre l'industrie et la recherche, je pense qu'il manque presque un poste de courtier. Alors, c'est un métier à inventer sans doute, mais quelqu'un qui, comme nous le faisons, c'est-à-dire sommes en permanence avec les antennes à 360, en train de faire du sourcing de solutions innovantes, en train de rencontrer les acteurs sur le terrain, que ce soit des chercheurs académiques ou alors des start-upers, mais qui soient capables d'accumuler une base de données comme ça, à présenter comme solution possible à des industriels qui auraient des problématiques précises à résoudre. Je pense que, en tout cas, moi, c'est le genre de métier vers lequel je m'oriente là, à la fin de ma thèse, parce que j'ai la chance d'avoir discuté avec ces différents domaines et aussi d'avoir expérimenté avec le domaine de l'open source et des Fab Labs et le monde des makers. Et je pense qu'on a besoin de profils qui servent de connecteurs, en fait. Parce qu'il y a plein de choses merveilleuses qui se font des 2 côtés, mais les gens ne se parlent pas encore et n'exploitent pas la richesse comme le produit que vous décriviez là, d'Arduino en mercerie. Moi, ça me fascine, rien que d'entendre ça, j'ai envie de voir, j'ai envie de toucher, j'ai envie de voir ce qu'on peut en faire. Donc, les designers qui sont investis dans la recherche ont, je pense, aussi une possibilité de matérialiser des possibles, de donner à rêver des applications, que ce soit à des industriels ou à d'autres designers, à d'autres start-upers. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de
chinois aujourd'hui, parce que le rapport à certains sujets, notamment la propriété intellectuelle industrielle, est complètement différent. Avec beaucoup plus de... Enfin, c'est complètement décomplexé, le rapport à la recherche, d'une certaine façon. Et alors, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire, mais c'est en tout cas intéressant d'avoir cet échange de pays à pays aussi, enfin, une réflexion sur ces sujets et ce dont tu parlais. Mais donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour conclure ces échanges. Alors on voit bien effectivement qu'il y a je vais beaucoup ajouter un petit truc quand même. Ouais. Je tiens vraiment à vous féliciter pour vos parcours mutuels, les filles tout spécialement qui nous encadrent, évidemment Delphine aussi, d'être représentante de l'Institut Carnot, mais j'avoue qu'Elisabeth et Aurélia, vos parcours sont brillants. Et merci d'être là. On va faire la promotion de cette table ronde évidemment parce que c'est des parcours tels que les vôtres qui vont pousser les jeunes demain à s'orienter vers la recherche, à s'orienter vers des aides européennes, comme tu l'as si bien promu, et à s'orienter aussi vers les différentes possibilités pour concrétiser des vraies choses. J'ai été vraiment impressionné, je ne connaissais pas vos profils, et je suis hyper heureux de vous avoir, clairement Claire. Tout pareil, hein. Moi, de toute façon, on se connaît, on est amis, mais quel bonheur, merci beaucoup. C'est juste ce que j'ajoute, moi, pour terminer. Mais je pense, pour souligner ce problème, il y a beaucoup de jeunes qui font de la mode. On est issus à peu près du même parcours, en quelque sorte, même si j'ai plus poussé vers le business et vous plus vers la créa, mais on est beaucoup, en tout cas, à être issus de parcours en mode et à avoir une frustration parce qu'on a l'impression d'avoir touché un sujet qui nous intéressait, qui relève peut-être de problématiques liées à l'environnement, au social, etc. Et en fait, il n'y a pas de... Au-delà du master, dans beaucoup d'établissements, on ne nous parlait pas, enfin moi en tout cas, on ne nous parlait pas du tout de possibilité d'aller vers la recherche. Il n'y avait pas de pont, il n'y avait aucun moyen, il fallait reprendre des études dans un autre domaine pour parvenir à la thèse. Et donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place aussi. Et ça, c'est quand même une note positive. Plus le fait qu'il y a l'IFM, j'ai entendu, qui a conduit une étude sur les besoins aussi des entreprises qui recherchent de plus en plus de profils, de moutons à 5 pattes, tels que vous. Et ça, c'est aussi quelque chose de très positif. Notamment aussi parce qu'elles sont confrontées à de nouveaux enjeux auxquels elles n'étaient pas confrontées avant. Mais finalement, ça laisse peut-être plus d'opportunités pour la recherche, pour s'épanouir. Voilà. Moi, je vais revenir comme toujours à l'éducation. C'est un peu ma marotte. En 2014, quand j'ai été diplômée de mon master, j'ai été toquée à la porte du laboratoire de recherche de mon école, qui possédait déjà un laboratoire de recherche. J'ai dit « Coucou, je fais du vêtement, je peux vous rejoindre ?» Et on m'a dit « Mais on n'a absolument personne pour vous superviser. » Comme Aurélia n'avait personne à la NRT pour relire son projet de recherche sur la mode, heureusement, voilà, les choses ont évolué depuis. Mais on voit aussi dans les écoles, moi je suis professeure, je participe au jury des diplômes, etc., qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui se posent des questions qui vont au-delà de couleurs et de motifs, qui se posent des questions de pourquoi on produit, comment est-ce qu'il faudrait faire pour mieux produire de manière plus éco-responsable, plus responsable d'un point de vue social, etc. Donc les étudiants se mettent dans un processus de recherche qui va au-delà du style. Et je pense que c'est important de leur donner une structure à l'échelle pédagogique qui leur permette d'exploiter cet intérêt pour la recherche et de faire grandir ça en eux et de leur donner ensuite les structures qui les accueillent pour en faire des chercheurs qui feront rayonner la France au-delà des résultats des grandes maisons de luxe, mais aussi sur le domaine de l'innovation, en dehors des enfin, pas que en dehors, mais au sein des startups, mais pas seulement au sein des startups, aussi dans un point de vue, j'espère, de recherche académique qui va se développer, se centraliser peut-être un petit peu plus chez nous. Voilà. C'est mon espoir. Merci à toutes, merci pour ces échanges passionnés. Merci Alice pour l'invitation. Oui, merci pour l'invitation. Merci.